Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Guinée, le dossier du jour sera consacré à la relance du secteur industriel. Et au sommaire également de cette émission, investiture ce mardi 27 septembre du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Et le Botswana fêtera ce 30 septembre le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. L'occasion de revenir sur ce pays dont les performances en termes de bonne gouvernance ne sont plus approuvées. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Notre invité tout d'abord est économiste. Il s'agit d'Aboubacar Fofana. Monsieur Fofana, bienvenue parmi nous. Bonjour. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, c'est un plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Et Gracien Roukindikiza. Gracien, ravi de vous accueillir. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Investiture ce mardi 27 septembre du président gabonais Ali Bongo Ondimba. La Cour constitutionnelle a finalement tranché et a confirmé sa victoire lors de l'élection du 27 août. Reportage de nos envoyés spéciaux Paul de Singwe et Serge Kofi. La main sur la Constitution, Ali Bongo Ondimba a prêté serment devant les 9 membres de la Cour constitutionnelle en présence des chefs d'État. Une cérémonie solennelle qui consacre Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon pour les 7 prochaines années. À l'entame de ce second mandat, le président de la République tend de nouveau la main en appelant au dialogue et dit avoir entendu et compris le doute des Gabonais. Pour ma part, j'ai compris le sens du vote des Gabonais. Pour ma part, j'ai bien compris le doute de certains et j'ai bien perçu la déception d'autres encore. Mes chers compatriotes, notre pays traverse une période préoccupante de son histoire. Chacun de nous doit pouvoir prendre conscience des difficultés économiques et sociales que nous traversons et des défis politiques que nous avons à relever tous ensemble. C'est pourquoi, conformément à la tradition africaine en général et bantoue en particulier, j'invite toutes les forces vives de la nation à s'asseoir ensemble afin de trouver des solutions qui satisfassent nos compatriotes. Chez nous, la palabre se règle en famille, dans le corps de garde. Ali Bongo regarde maintenant le futur. Il s'engage pour une république plus juste et plus apaisée. Autre engagement, le développement et le bien-être de ses concitoyens, mais aussi des réformes constitutionnelles. J'engagerai le gouvernement que je nommerai dans les prochains jours afin qu'il propose aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont manifesté leur impatience les mesures concrètes pour améliorer leur bien-être et vivre dans un environnement sain et propice à leur épanouissement. Il est plus que jamais devenu nécessaire, et vous en conviendrez avec moi, de mener une véritable réflexion devant aboutir à des réformes constitutionnelles ambitieuses et courageuses. Qu'il s'agisse des élections à 2 tours, de la limitation et la durée des mandats électifs. Comme je l'ai déjà dit, tout devra être mis sur la table sans tabou ni soupçon. Ali Bongo Ondimba a été élu avec 50,66% des voix contre 47,24% pour son adversaire Jean Ping. Après une crise post-électorale d'une vingtaine de jours, apaiser le climat politique va être pour le président de la République réélu l'un de ses premiers défis. Daouda, investiture donc du président Ali Bongo Ondimba. La Cour constitutionnelle a donc tranché et a confirmé sa victoire. Et malgré les inquiétudes, Libreville est calme. Est-ce que vous pensez que cette tranquillité va durer ? Bon, rien n'est moins sûr, mais je crois quand même qu'en tout cas, on ne va pas revivre les... Que la période de trouble est derrière nous, ça y est ? La période d'extrême trouble, je pense, est derrière nous. Il faut toujours être prudent, parce que, bon, la période d'extrême trouble, parce que, bon, un Parlement brûlé, plusieurs victimes, donc des morts, on va dire, et un certain nombre d'arrestations. Je pense que là, on était quand même au summum de la crise. Aujourd'hui, il y a eu cette saisine de la Cour constitutionnelle par Jean Ping. Le verdict est annoncé et je constate que le président Ali Bongo a fait vite de prêter serment. Et à mon avis, là aussi, c'est une
Voilà, c'est une bonne chose, allant dans le sens de calmer la situation. Parce que bon, que 4 jours après, plus on attend, plus on est dans une situation un petit peu d'incertitude. Donc là, il y a eu verdict de la Cour constitutionnelle, il y a eu prestation de serment. Certains ont émis des doutes, légitimement, que l'on peut comprendre, mais je pense qu'il faut tourner la page et utiliser des moyens de lutte plus légaux, plus apaisés, et cela est possible, on l'a vu dans d'autres pays, et je crois que vraiment la violence doit être derrière nous. Mais là, le président Ali Bongo doit également écouter son peuple et engager les réformes qu'il faut, et comme il l'a annoncé, je pense qu'on peut espérer un avenir plus calme. Gratien, investiture du président gabonais. Pour autant, Jean Ping est toujours convaincu qu'il a gagné cette élection du 27 août. Va-t-il en rester là? Bon, déjà, je ne sais pas où il peut aller. Il peut, disons, recourir à d'autres institutions. Mais au niveau du pays, c'est déjà limité parce que la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Malheureusement, il y avait on pouvait s'attendre à quelqu'un qui disait déjà qu'il a été élu, qui est au pouvoir. On a du mal à comprendre qu'une cour nommée par le même président pourrait dire que le président, finalement, il n'a pas eu les voix pour être élu. Mais du côté de Jean Ping, je pense que la réalité, le réel politique est tel que c'est déjà consommé. Ali Bongo Ondimba est déjà au pouvoir. Il ne va pas quitter le pouvoir pour laisser un Jean Ping. Je pense qu'il peut essayer d'organiser les élections, de préparer les élections législatives et éventuellement de faire pression pour que le système électif soit remodifié, soit changé complètement pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Monsieur Fofana, au niveau de la communauté internationale, cette élection est diversement appréciée. On a la France qui a clairement fait savoir qu'elle émettait des doutes quant au travail fourni par la Cour constitutionnelle. D'autres pays, eux, prennent acte de cette victoire. Pour autant, ils n'ont pas félicité Ali Bongo Ondimba. Même l'Union africaine ne l'a pas félicité. Qu'est-ce que ça veut dire que le Gabon est en train de s'isoler sur la scène internationale? Vous savez, la réelle politique finira par prendre le dessus. Prendre acte d'une élection, c'est, comme l'a si bien dit mon collègue, c'est, comment dirais-je, les voies de recours ont été épuisées. Je suis très heureux d'ailleurs qu'on ait mis à contribution les institutions de la République. Il fallait nécessairement passer par là, malgré les sirènes qui disaient autre chose, qu'il ne fallait pas que Jean Ping introduise un recours devant la Cour constitutionnelle. Il l'a fait, c'est une bonne chose. Ça permet d'éprouver les institutions, quels qu'aient été les ressentiments des uns et des autres. Même personnellement, parce qu'on ne comprendrait pas qu'une élection se décide sur les résultats d'une région. Ça prouve une chose, ça prouve simplement que le vote est régionaliste. C'est une seule région, le Haut-Ogooué, qui a pu changer la donne. Jusqu'à là, ils étaient au coude à coude. Mais bon, il faut savoir tourner la page. Que les chancelleries occidentales et africaines prennent acte de l'élection, ils ne peuvent faire que ça. Elles ne peuvent faire que ça, d'ailleurs. Et il faut bien que la vie continue et que l'État gabonais continue sa route. Justement, Daouda, quelles devraient être selon vous les priorités du prochain gouvernement d'Ali Bongo? Les priorités, c'est déjà recoudre ce qui a été déchiré finalement à cause de ce conflit. Un gouvernement d'union nationale me paraît effectivement souhaitable, puisque quand on gagne avec 50%, ça veut dire aussi que la moitié de la population a fait un autre choix. Et ces personnes qui ont fait un autre choix font partie intégrante de la nation gabonaise. Il faudra les intégrer. Et je pense que la meilleure façon, c'est d'inviter l'opposition, y compris Jean Ping, à participer. Il y avait, on ne va pas revenir dessus, mais il y avait le plan stratégique Gabon émergent. Ces derniers temps, on a parlé de l'égalité des chances. Je pense que les résultats économiques dépendent, le calme qui va régner au Gabon sera fonction des résultats qu'aura ce gouvernement. Grâce à un gouvernement d'union nationale, vous y croyez? Je ne suis pas déjà partisan d'un gouvernement d'union nationale parce que cela enlève, disons, la démocratie d'un pays. Parce qu'on a les opposants qui sont au pouvoir, on n'a personne pour critiquer l'action du gouvernement. Il faut que les opposants jouent leur rôle, soit ils entrent dans le gouvernement, y compris dans le parti qui est au pouvoir, soit ils restent dans l'opposition. Parce que finalement, s'il y a un gouvernement d'union nationale, dans ce cas, c'est-à-dire qu'on oublie le peuple. Le peuple n'a personne pour
le défendre. C'est surtout le peuple qui est défendu par l'opposition. Dangda ? Juste une petite précision, parce que quand je dis gouvernement d'union nationale, j'entends par là inviter l'ensemble des compétences gabonaises qui peuvent apporter quelque chose, technocrate, on va dire, oui, n'exclure personne en fonction de son camp. Très bien. Monsieur Fofana ? Un gouvernement de large ouverture, Voilà, qui ne comprendra pas forcément le leader, M. Champing, mais bon, qui peut faire recours à d'autres personnalités gabonaises. Et c'est ce 30 septembre que le Botswana va célébrer le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le pays est connu pour la qualité et la particularité de ses diamants, mais aussi et surtout pour sa lutte contre la corruption, qui ont fait d'ailleurs le pays le moins corrompu du continent africain. Focus sur ce pays avec ce sujet d'Idlatimira Belbissou. Le Botswana célèbre ce 30 septembre 2016 le 50e anniversaire de son indépendance. Le pays a parcouru un long chemin depuis son accession à la souveraineté internationale en 1966. La commémoration de cette édition est riche en symboles. Après 5 décennies de croissance alimentée par les recettes du diamant, son réseau routier est passé de 7 à 7 000 kilomètres. Le Botswana est devenu avec le temps l'un des pays les plus prospères et stables du continent. La qualité de ses diamants et la lutte contre la corruption y ont largement contribué. La raison pour laquelle nous avons été en mesure d'être en poste pendant 50 ans est la réponse du peuple à nos politiques et programmes qui ont toujours mis l'accent sur la tolérance zéro pour la corruption. Être par exemple le pays le moins corrompu sur le continent en fait partie. Tous les recours naturels que nous acquérons, tous les revenus que nous recevons vont tous dans le développement des ressources humaines. Le Botswana affiche une croissance moyenne de 8,2% par an selon la Banque mondiale. Les diamants, première source de revenus du pays, ont contribué à la construction des infrastructures, notamment les hôpitaux et les écoles. Bien que le Botswana soit souvent cité comme l'une des nations les plus stables et démocratiques de l'Afrique, sa croissance économique a chuté à cause de la baisse de la demande de diamants et le chômage touche environ 20% de la population. Nous avions déjà une économie diversifiée. Si vous regardez ce qui a été moteur de la croissance au cours de ces dernières décennies, ce ne sont pas seulement les mines principalement. Le secteur des services avec le tourisme est le deuxième produit d'exportation après les diamants et toutes les finances des autres services. Le président actuel Yankama termine son deuxième mandat de 5 ans en 2018. Lors de son investiture en octobre 2014, il a promis de diversifier l'économie botswanaise. Pour l'heure, le secteur minier demeure la principale source de richesse du Botswana et représente environ 35% du produit intérieur brut. On parle souvent de la malédiction des pays rentiers. On peut le constater, les pays du continent au sous-sol riche sont souvent les plus corrompus et les moins bons en termes de performance économique. Et puis on a le Botswana, premier producteur africain de diamants et pays le moins corrompu du continent. Gratien, ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Surtout que dans un pays, la volonté des dirigeants, le Botswana aujourd'hui connaît un problème, connaît une crise. Il y a la sécheresse, il y a la croissance qui baisse, mais en même temps, au niveau de la population, on investit beaucoup au niveau du secteur social. Donc, il y a un certain retour, disons, surinvestissement pour la population, ce qui fait qu'ils ont créé, par exemple, un fonds souverain. Dans d'autres pays, les gens qui ont le pétrole, il y a beaucoup de pays qui ne créent pas un fonds souverain, mais au Botswana, rien que pour les diamants, ils ont créé un fonds souverain, aujourd'hui, qui amortit le choc de cette baisse de la croissance. Et voilà un pays, quand on lutte contre la corruption, surtout en commençant par à la tête, on peut arriver à avoir une harmonie. Le Botswana est stable politiquement, il y a la bonne gouvernance, et disons, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre interne, parce que justement, il n'y a pas cette corruption. C'est la corruption qui engendre tout cela. Monsieur Fofana, le Botswana mérite-t-il, selon vous, son surnom de miracle africain d'exception du continent ? On pourrait même penser que c'est l'exception qui confirme la règle, mais bon, je pense que, en tout cas, le Botswana fait démentir l'adage qui veut que les pays naturellement nantis soient source d'instabilité et de malgouvernance. Il nous en donne l'exemple contraire. Et ce qui est encourageant, il a parlé tout à l'heure de création d'un fonds souverain. Il y a aussi le fait que le Botswana a exigé et obtenu un transfert de technologie dans la suite de la production de diamants. Il a exigé des majors américains et anglo-saxons de
d'installer sur place au Botswana des usines de transformation locales et avec la formation qui s'ensuit. Ça, c'est une très bonne chose. Daouda, contrairement aux autres pays du continent, le Botswana a su investir intelligemment les recettes de son sous-sol minier et même passer de pays pauvre, juste après son indépendance, à un des pays les plus prospères du continent. Qu'est-ce qui a permis au Botswana de multiplier les performances économiques quand certains pays voisins même sont au plus bas ? Oui, bon, en même temps, quand on est, tout est relatif, j'ai envie de dire, quand on est premier producteur mondial de diamants et qu'on a une population juste d'un peu plus de 2 millions d'habitants, vraiment, bon, on doit pouvoir faire quelque chose quand même. Mais effectivement, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Je pense que c'est une gestion qui a été vertueuse de la part des différents gouvernements qui se sont succédés. Et je pense que cela tient à ça, cela tient à la richesse du pays, à une population qui est quand même qui n'est pas très énorme. Et puis des avantages, n'oublions pas le tourisme au Botswana. Quand on parle de diversification, je pense que ce pays a su également développer ce segment de l'économie. S'il n'y a pas de recette miracle, il ne faut pas bâillonner son peuple, il faut bien gérer les recettes publiques et après, quand on y arrive, ça marche, c'est tout. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.